Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette conférence. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Monsieur Jacques Attali, que nous remercions beaucoup. Monsieur Christophe Germain, directeur général d'Audencia, ne peut être parmi nous ce soir compte tenu de son agenda. Il tient à vous remercier tout particulièrement, Monsieur Attali, pour votre présence dans le cadre de cette conférence portée par les étudiants de notre association Isegoria, tribune étudiante d'Audencia. Avant de débuter l'échange, je vais faire un court rappel de votre parcours et de vos réalisations. Enfin, court, cela risque d'être un peu compliqué au vu de vos diverses casquettes. Écrivain, économiste, haut fonctionnaire, éditorialiste, chef d'entreprise, conférencier. Vous êtes donc né en novembre 1943 à Alger et votre famille s'installe à Paris en 1956. Après une classe préparatoire au lycée de Janson, vous intégrez Polytechnique en 1963. Vous passez ensuite par les bancs de Sciences Po avant de rejoindre l'ENA, dont vous sortez en 1970. Et pour compléter votre formation, vous réalisez un doctorat à l'Université Paris-Dauphine. Vous débuterez alors une carrière d'enseignant en étant maître de conférences à Polytechnique et transmettrez aussi vos savoirs à Paris-Dauphine ainsi qu'à l'École des Ponts et Chaussées. Vous adhérez au Parti socialiste en 1973 et commencez à travailler auprès de François Mitterrand, dont vous serez le conseiller spécial pendant 10 ans. Haut fonctionnaire en France, votre carrière est également européenne, internationale. Vous avez créé en 1979 l'ONG Action contre la faim, avec l'aide d'autres intellectuels, parmi lesquels Bernard-Henri Lévy. Homme de l'Europe, vous êtes co-investigateur du programme Eureka, lancé en 1985, visant à renforcer la compétitivité et la coopération européenne en matière de recherche technologique par le soutien de projets innovants. Vous avez également fondé et présidé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Les anciens élèves de CS, ça pourra vous dire quelque chose, avec l'objectif d'aider les anciens pays du bloc de l'Europe de l'Est à se développer et à réaliser une transition vers une économie de marché. Nous pouvons enfin évoquer votre organisation Positive Planet, présente en France, en Afrique et aussi au Moyen-Orient, soutenant l'entrepreneuriat des populations souvent exclues et promouvant l'économie positive, modèle qui vous est cher. Je vous laisse maintenant la parole, Monsieur Attali, ainsi qu'à nos animateurs de ce soir, Oriane et Charles. Bonjour Monsieur Attali, merci beaucoup donc de nous faire l'honneur. Merci de nous faire l'honneur de votre présence ce soir. Donc une conférence, je le rappelle, qui sera intitulée autour de la notion suivante: le monde de demain sera-t-il celui d'aujourd'hui? En effet, donc on a trouvé que cette problématique était plutôt pertinente dans la mesure où on a tous vécu la crise sanitaire qui continue, qui fait rage et qui justement a fait émerger un nouveau paradoxe, une nouvelle notion, celle du monde de demain. Et la question justement qui nous anime, c'est est-ce que finalement, pendant cette crise, on a assisté à une révolution de nos modes de vie, on a subi des confinements, on a été contraints de devoir rester chez nous, et donc un concept a finalement progressivement émergé, celui du monde de demain. Est-ce que le monde de demain sera-t-il radicalement différent avec le monde d'aujourd'hui? Et la crise sanitaire, la crise du coronavirus aura finalement été l'occasion ou peut-être l'opportunité de nous laisser penser un autre monde, de faire émerger un nouveau paradigme qui soit en contradiction avec le nôtre. Et donc finalement, où en sommes-nous, Monsieur Attali? Est-ce que finalement les choses ont réellement changé selon vous? Et vers quel paradigme se tourner? Vous voulez que je vous réponde en 2 minutes ou en 1 heure? Comme vous voulez. Pas trop long. On a 1 heure en tout, donc j'imagine que vous avez plusieurs questions, donc je vais essayer de faire court. D'abord, je vous remercie, je suis très honoré d'être avec vous. Je regrette de ne pas être physiquement avec vous, mais je pense qu'un autre jour, on arrivera à le faire. Le monde de demain ne ressemble jamais au monde d'aujourd'hui, par définition, Covid ou pas. Demain, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, c'est une banalité qu'il faut répéter sans cesse. Et si vous les regardez simplement d'un point de vue historique, prenez 10 ans par 10 ans, depuis la date que vous voulez, mettons 1930, un siècle, et vous verrez que tous les 10 ans, il y a des changements absolument énormes qui sont passés et qui ont
conduit le monde à vraiment être différent en bout de 10 ans, soit pour des raisons géopolitiques, des raisons politiques, des raisons culturelles, des raisons sociales, des raisons idéologiques, des raisons artistiques. Il y a eu des changements et il y a encore des changements profonds. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est de savoir si ces changements obéissent à des lois et si le monde de demain, qui sera évidemment différent de celui d'aujourd'hui et celui d'hier, peut être prévisible au regard de lois de l'histoire qu'on pourrait dégager. Alors, c'est évidemment très difficile. Je m'y suis astreint très souvent pendant de longues années et je travaille beaucoup dans cette direction. Je crois qu'on peut dire qu'il y a quelques lois qui existent et que la crise actuelle, la dimension sanitaire de la crise, n'ont fait que mettre en lumière ou accélérer. Première loi, les changements démographiques qui montrent la croissance particulièrement importante de l'Afrique et de l'Inde au détriment de la Chine et de l'Europe et qui aura des conséquences très importantes, on pourrait y revenir. Deuxième loi, le basculement du centre du monde qui était en Europe, qui passait en Amérique de l'Est et qui maintenant est en Amérique de l'Ouest et en Asie, avec la question de savoir, qui est ouverte, si la toute-puissance anglaise qui a laissé la place à la toute-puissance américaine va laisser la place à une toute-puissance chinoise. Ça, c'est la deuxième tendance. La troisième tendance, c'est une évolution technologique où on a de plus en plus une artificialisation de la nature, une automatisation de la manipulation de l'information qui se fait de toutes les façons possibles et qui se traduit par l'artificialisation des relations humaines, l'artificialisation du corps humain et la mise en place de machines traitant les données plus rapidement, de plus en plus à travers le temps. Donc une artificialisation de l'information après qu'on ait eu une artificialisation de tout ce qui est lié à l'énergie. Ça, c'est une autre tendance. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va s'arrêter? C'est une question. Autre tendance forte, c'est celle de l'aggravation de la situation climatique et du CO2, qui, pas besoin d'insister, c'est une tendance très lourde, qui est très visible. Autre tendance, une domination croissante de l'idéologie individualiste, du chacun pour soi, de la nécessité, de la volonté de s'enfermer, soit pour des raisons de pandémie chez soi, soit par le biais des réseaux sociaux, dans un narcissisme individuel, qui conduirait, si on regarde tout cela dans l'ensemble, à ce que l'humanité ne soit plus qu'une collection d'individus égoïstes tentant de se débrouiller seuls dans un univers où ils seraient contraints par le reste des données dont je parlais tout à l'heure. Autre tendance lourde, l'accélération des événements, qui fait que ce qui se déroulait en 10 ans se déroule en 1 an, ce qui se déroule en 1 an se déroule en 6 mois, et la tension est de moins en moins grande, la durée des emplois est de moins en moins grande, la durée des relations sentimentales est de moins en moins longue aussi. Il y a une tendance à la brièveté, à l'instantanéité, à la difficulté aussi de faire des efforts longs, qui donne une description assez dangereuse de ce à quoi nous allons. Ce qui m'a amené, moi, à décrire depuis longtemps l'évolution du monde de demain, comme vous dites, autour de 5 étapes, qui sont à la fois géopolitiques, technologiques, culturelles, etc. Mais dont je vais, pour faire court, ne parler que des dimensions géopolitiques, tout en vous disant qu'il y en a d'autres et qu'on pourrait en revenir. Première étape, c'est le déclin de l'Empire américain, qui est en marche. Déclin relatif, mais déclin qui est certain. Deuxième étape, tentative de la Chine et ou de l'Europe de prendre le pouvoir après les États-Unis, comme les États-Unis ont pris le pouvoir après la Grande-Bretagne.
Je ne crois pas que ça marchera, parce que je crois que la Chine n'aura pas les moyens, même le désir de devenir une superpuissance, et que l'Europe n'aura pas les moyens. Troisième étape, après que aucun État n'ait pu remplacer les États-Unis comme superpuissance, ce seront les entreprises, les grandes entreprises qui vont tenter de prendre le pouvoir mondial. Et on le voit déjà avec les GAFA, auxquels il faut ajouter les différentes nouvelles entreprises qui ne sont pas dans les GAFA, de M. Bezos et autres, qui sont véritablement des puissances mondiales indépendantes du pouvoir des États. Je ne crois pas non plus qu'elles arriveront à prendre le pouvoir parce que les nations ne laisseront pas les grandes entreprises prendre le pouvoir. On le voit déjà avec la Chine. Quatrième étape, dans cet univers de contradictions extrêmes, environnementales, sociales, d'injustice, de problèmes d'environnement, d'absence de cohérence de règles de droit global, une grande menace de conflit mondial ou de chaos, de panique, de prise de conscience que le monde est ingérable et que tout va s'effondrer. Puisque certains appellent la collapsologie ou l'effondrement du système, quand les hommes prendraient, et les femmes prendraient conscience qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et que même pire que ça, il n'y a pas seulement pas de pilote dans l'avion, mais il n'y a pas de cabine de pilotage. Cinquième étape, après ou surtout à la place de la quatrième, la mise en place d'un système sensé à l'échelle de la planète, de règles de droit planétaire, qui tenterait de résoudre les problèmes précédents et qui ne pourrait le faire qu'à condition de développer trois idées, puis je vais en rester là pour ne pas être trop long pour commencer. Premièrement, il faut passer d'une société de l'égoïsme à une société de l'altruisme, c'est-à-dire prendre conscience qu'on a intérêt au bonheur et à la réussite des autres. Deuxième principe, prendre conscience qu'en particulier, on a intérêt à être altruiste à l'égard des générations futures, donc à s'occuper du bien-être de ceux qui ne sont pas encore nés en termes d'environnement, de santé, d'éducation, parce que c'est le bien-être des générations futures qui permet aux générations actuelles d'avoir une chance de survivre dans 10 ou 20 ans. Ça, c'est ce que j'appelle une société positive. Une société positive, c'est une société qui attache de l'importance des générations futures et qui décide en son comportement quotidien en fonction de l'intérêt des générations futures. Le troisième concept qui en déduit, c'est la nature de l'économie qui est compatible avec les principes de l'altruisme et d'une société positive. C'est ce que j'appelle l'économie de la vie. Il y a en gros deux secteurs économiques. Il y a un secteur économique qui renvoie assez largement aux tendances lourdes dont je parlais tout à l'heure. C'est ce que un Américain a très joliment appelé l'économie des 7 péchés capitaux, c'est-à-dire l'économie qui tire du profit de la transformation en marchandises des 7 péchés capitaux et qui tourne autour des énergies fossiles dans toutes ces dimensions, les énergies fossiles elles-mêmes et les transports, la mode, le tourisme de masse, le plastique, la chimie, les engrais, les sucres artificiels, l'alimentation empoisonnée, etc. Cette économie-là représente aujourd'hui 60% du PIB mondial. Alors que le reste des secteurs, que j'appelle l'économie de la vie, qui elle est conforme à l'intérêt d'une société positive et donc d'un altruisme structurant, c'est la santé, l'éducation, le digital, la logistique, les énergies renouvelables, l'alimentation saine, l'agriculture saine, le logement durable, la sécurité, la culture, la recherche, les éléments de l'éthique et de la démocratie. Tout ça dont on a ressenti clairement dans la crise actuelle, la pandémie qui n'est malheureusement pas finie, combien ça nous manquait. Et toute la question, c'est est-ce qu'on va continuer dans le chaos qui commence ou qui s'accélère, qui s'accentue, dont je parlais tout à l'heure, ou est-ce qu'on va aller vers une économie de la vie volontaire, organisée, dans l'un ou l'autre des pays ou continents, de façon à réorienter le monde comme un paquebot lourd à bouger, de l'économie de la mort à l'économie de la vie,
d'une société négative à une société positive, d'une idéologie de l'individualisme à une idéologie de l'altruisme. La question est ouverte, c'est chacun de nous qui allons le faire. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Être optimiste ou être pessimiste est une attitude de spectateur. Nous ne sommes pas spectateurs, vous n'êtes pas spectateurs, vous êtes là pour jouer le match. Et quand un joueur qui joue un match n'est ni optimiste ni pessimiste, il cherche à gagner le match. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le match n'est pas perdu. L'individualisme n'a pas gagné définitivement. La société, la tyrannie de l'instant n'a pas définitivement vaincu l'intérêt du long terme. Et l'économie de la mort, celle de l'énergie fossile ou de l'alimentation empoisonnée, n'est pas définitivement triomphante. Il y a au contraire des forces très puissantes qui commencent à lutter contre tout cela. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Attali, pour cette réponse. Du coup, vous opposez là dans votre argumentaire l'économie de la vie et l'économie de la mort, et vous parlez d'effectuer peut-être une transition entre ces deux économies. Est-ce que vous auriez quelques pistes de réflexion, quelques idées pour mettre en place cette transition ? Ça dépend des entreprises et ça dépend des pays. D'abord, si je peux me permettre de me citer, j'ai publié un livre qui s'appelle « L'économie de la vie ». Et je viens de faire avec un groupe de jeunes, et nous avons auditionné 400 personnalités françaises, un programme présidentiel que nous donnons à tous les candidats et qui est tourné autour de cette idée de créer les conditions d'une économie de la vie dans la société française. Donc vous y trouverez 250 propositions concrètes pour le faire. Ça passe par d'abord la priorité à l'enfance. Si vous ne pouvez pas vous intéresser à l'économie de la vie, si vous ne donnez pas en termes de santé et d'éducation, de logement, la priorité à l'enfance, et ça passe par réorienter l'appareil industriel vers les secteurs de l'économie de la vie, le secteur bancaire vers l'économie de la vie, la formation vers l'économie de la vie, donner beaucoup plus de moyens à la santé, à l'éducation et au secteur dont j'ai parlé, et moins aux autres. Par exemple, un secteur comme le tourisme devra être réorienté massivement parce qu'il ne pourra plus être un lieu de pollution, d'encombrement, de destruction comme il est aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout impossible et ça peut être très valorisant pour le tourisme qui pourrait devenir une industrie de l'hospitalité, non seulement dans le tourisme proprement dit, mais aussi d'une hospitalité qu'on pourrait retrouver dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans lesquelles les compétences, les techniques du tourisme peuvent être extrêmement utiles. Donc on peut soit développer les secteurs de l'économie de la vie en tant que tels, soit réorienter les secteurs de l'économie de la mort. J'ai donné l'exemple du tourisme. Sur l'énergie, il faut passer aussi vite que possible aux énergies renouvelables, qui, à mon avis, ne sont pas suffisantes sans du nucléaire pendant un temps que j'espère le plus bref possible, et le développement d'une énergie de stockage par l'hydrogène qui doit être un vrai stockage par un hydrogène véritablement vert ou bleu ou violet selon les degrés de décarbonation qu'on veut bien lui imposer et qui permettrait de sortir des énergies fossiles. Mais ça veut dire des actions extrêmement puissantes qui naturellement devraient être menées en particulier dans les grands pays les plus polluants, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, la Russie et les États-Unis. D'accord, Monsieur Attali, merci beaucoup pour votre réponse. Donc finalement, vous évoquez donc des actions en profondeur extrêmement puissantes, pour reprendre vos mots. Mais est-ce que finalement, quelle est la part de l'État ? L'État, j'imagine, a un rôle à jouer. Il l'a joué largement pendant la crise, à l'épreuve de la crise du Covid. Et finalement, est-ce que l'État a encore les moyens, notamment l'État français, d'investir massivement et d'aider finalement les entreprises à réorienter ou à développer leur mode de production vers des modes de production qui soient davantage soucieux de l'environnement et responsables ? Alors, l'environnement, ce n'est qu'un des domaines de l'économie de la vie et il ne faut pas se limiter à lui. Une société qui ne s'intéresserait qu'au climat, une société qui serait condamnée puisqu'elle ne ferait pas d'éducation ni de santé. Donc il faut vraiment prendre tous les secteurs dans son ensemble. Oui, l'État a joué un rôle important, mais avec un pilotage à vue qui a été plutôt bien fait, mais qui n'était qu'un pilotage à vue, avec pas de vision longue de ce que c'est qu'une réorientation. On n'a pas fait d'efforts massifs pour développer les industries de la santé, les industries de l'éducation,
pour développer les infrastructures durables. On vient à peine d'annoncer un petit programme de centrales nucléaires, mais rien qui permet de véritablement réduire ou accélérer plutôt la décarbonation de l'économie. On n'a pas fait d'efforts encore massifs sur la formation au métier donc, de l'économie de la vie, des métiers de la transition écologique comme les métiers de la santé ou de l'éducation, EdTech, MedTech, qui sont encore extrêmement balbutiantes dans la société française. Pour développer l'économie de la vie, il faut avoir une action cohérente, financière, éducative, culturelle, politique, que je ne vois pas venir pour l'instant et qui est tout à fait possible et qui suppose, comme je l'ai dit tout à l'heure, des priorités d'abord à l'enfance, qui est aujourd'hui la grande victime de la société d'aujourd'hui, et en particulier les 10 millions de personnes et les enfants qui vivent avec, les plus pauvres de la société française et proportionnellement autant dans la société européenne. Monsieur Attali, est-ce que vous pensez qu'une excusez-moi. On a compris. Excusez-moi. Une réindustrialisation serait nécessaire à cette transition vers l'économie de la vie? Absolument oui, parce que j'ai toujours pensé qu'une société post-industrielle est une société morte. Nous sommes aujourd'hui dans un univers où, au contraire, on ne va pas à une société de services, on va à une société où les services deviennent des objets industriels. Donc il faut bien quelqu'un pour les produire. Et aujourd'hui, il y a besoin de nouveaux objets industriels dans la santé, dans l'éducation, accessoirement dans les jeux, qui sont une des dimensions de l'éducation, où l'éducation devient une dimension des jeux, dans l'industrie proprement dite, pour les machines-outils et les robots. Et il y a donc des besoins d'industrialisation massive. Pour ça, il faut faire des changements très importants si on parle de la société française. D'abord, il faudrait qu'il y ait un vrai ministère de l'Industrie et pas un ministère de l'Industrie qui soit un sous-ministère du ministère des Finances, qui ait d'ailleurs sous son contrôle la partie de l'énergie, qui est essentielle à l'industrie et qui est aujourd'hui dans le ministère de l'Environnement. Il faudrait que les écoles d'ingénieurs soient beaucoup plus valorisées. Pardonnez-moi de dire ça devant vous, mais je pense qu'on a besoin de plus d'ingénieurs que de commerçants aujourd'hui. On manque plus d'ingénieurs que de business school. Et je suis souvent triste d'ailleurs de voir des gens qui sont formés dans des écoles d'ingénieurs qui deviennent des banquiers d'affaires, qui est un métier parfaitement remplaçable, beaucoup plus en tout cas que l'est le métier d'ingénieur qui est absolument crucial. D'où d'ailleurs l'importance du développement des mathématiques, des sciences de toute nature dont on sait aujourd'hui combien nous sommes en recul considérable tant en France qu'en Europe. Donc oui, l'État a un rôle dans cette industrialisation. Il y a aussi une industrialisation qui doit être une industrialisation de la vie, pas une industrialisation de la mort, et donc qui soit une industrialisation des bons secteurs et pas de n'importe quoi. Merci Monsieur Attali pour votre réponse. Donc, vous évoquiez justement le monde de l'éducation, donc un monde justement à profondément soutenir. Et est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui finalement une certaine fracture sociale au regard de deux mondes dans l'éducation, à savoir celui donc des grandes écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, dont tout le monde n'a pas facilement accès, et le monde justement de l'université? Est-ce qu'on n'a pas une réelle finalement fracture entre ces deux mondes? On a une fracture dans la société française plus large, dans ce qui se passe dans le système éducatif n'est qu'un reflet, vous avez raison de le dire. C'est bien plus grave qu'il y a quelques décennies où, pour l'instant, la reproduction sociale est extrêmement tyrannique. Ce sont les enfants des mêmes qui deviennent les mêmes. Et il est de plus en plus difficile aux enfants des milieux les moins favorisés, qu'il s'agisse des milieux, ce qu'on appelle les QPV, des quartiers prioritaires ou de la campagne, d'avoir accès aux meilleures classes, aux meilleurs enseignements qui leur permettent de déboucher sur les métiers d'ingénieur ou de grandes écoles. Pour avoir beaucoup travaillé là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de solution qui ne soit pas extrêmement impérative. Ça voudrait dire d'abord changer très profondément le mécanisme d'orientation pour ne pas laisser tous les enfants et les jeunes des milieux défavorisés être condamnés à aller en lycée professionnel par des orientateurs qui n'ont pas réussi à s'orienter eux-mêmes.
et d'autre part de faire un meilleur mélange de jeunes des différents milieux sociaux, différents quartiers, pour créer les conditions d'une émulation et d'une diversité plus grande. Si on continue, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays, et ce n'est pas spécifique à la France, à avoir des écoles qui ne sont que la reproduction du milieu des parents sans véritablement mixité sociale, ce sera plus une nation, mais ce sera une juxtaposition de communautés narcissiques et fermées, avec de très grands risques pour l'avenir, et ceux qui se croiraient protégés seront en fait les victimes dans l'avenir. Donc il faut avoir davantage d'obligations de mélange scolaire avec des gens qui viennent de différents quartiers dans les différentes écoles. Mais ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large d'éducation permanente pour que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être formés puissent retrouver cette chance. À la fondation que je préside, Positive Planète, nous formons dans 150 quartiers de France des jeunes à devenir entrepreneurs, des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'entrer dans une grande école comme la vôtre. Et on s'aperçoit qu'on arrive très bien à transformer des jeunes avec de la volonté, de la niaque, de l'énergie pour devenir des entrepreneurs, même s'ils n'ont pas eu la formation initiale nécessaire. Donc pour changer un petit peu de sujet, on va aborder la question politique si ça vous pose pas trop de problèmes. Donc est-ce que vous pourriez faire un bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, vous qui l'avez soutenu à ses débuts? Non, je ne vais pas faire ça si vous permettez encore, parce que c'est encore trop tôt dans la campagne. J'ai présenté un programme et j'attends de voir ce que les candidats vont retenir de ce programme pour dire ce que je pense de la situation. C'est encore un peu tôt. Et en tout cas, je ne veux pas me positionner à savoir qui je soutiens. Je suis un homme de gauche et mon regard sur la société française reste celui-là. Je pense, pour quand même vous répondre, ce n'est pas fuir votre question, que Emmanuel Macron a très bien géré ce qu'il y avait à faire en matière d'urgence sanitaire, dans les limites de beaucoup d'erreurs qui ont été communes à d'autres pays, sur les masques, sur la disponibilité des vaccins qu'on a bien vu au début, que des efforts importants ont été faits pour développer l'esprit d'entreprise, et on l'a vu avec l'attraction très grande de la France pour les investisseurs étrangers, qui est maintenant le numéro 1 en Europe, mais que des efforts qui ont été faits, mais qui sont très lents à se traduire en réalité en matière d'éducation, sont loin d'être suffisants, qu'en matière de santé, on n'a pas du tout une politique ambitieuse de formation. D'ailleurs, on a de moins en moins de médecins et de moins en moins de gens qui veulent faire les métiers de santé, ce qui est tragique. Qu'en matière agricole, la transition vers une agriculture durable n'est pas faite. De même qu'en matière de logement, repenser la ville durable n'est pas fait. Par contre, en matière énergétique, les choix ont été faits de façon courageuse. Et qu'en matière fiscale, pour ma part, je pense que la société française reste extrêmement injuste. D'accord, merci Monsieur Attali pour votre réponse. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez finalement formulé un programme présidentiel avec différentes mesures qui sont liées à diverses thématiques. Mais est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur Attali, que votre discours aurait plus d'écho si vous portiez finalement vous-même ce programme, par exemple à l'élection présidentielle 2022 ? Oui, je vous remercie. J'ai souvent été interrogé ou interpellé sur cette question. Et ça fait longtemps que j'ai décidé pour ma part de ne pas être candidat à une élection. Je n'ai jamais été candidat ni à une élection municipale ni législative, parce que j'estime que ma parole ne serait plus totalement libre. Je veux pouvoir dire qu'un opposant politique a raison, qu'un de mes partisans a tort, et que je veux avoir le droit de changer d'avis si mon honnêteté intellectuelle m'y conduit. Ce qu'une fonction politique qui est parfaitement respectable, tout à fait nécessaire dans nos sociétés, rend très difficile. Je pense qu'il y a une nécessité, tant en France qu'à l'échelle internationale,
qu'il existe des gens dont la fonction soit d'alerter et de proposer, sans vouloir en faire un argument de pouvoir personnel. Et donc, qui sont, me semble-t-il, davantage crédibles quand ils disent « voilà ce qu'il faut faire ». Je ne cherche pas moi-même à le faire parce que je ne veux pas de pouvoir personnel lié à cela. Je vous dis ce qu'il faut faire, même si ce n'est pas forcément très populaire, et j'essaye de vous en convaincre. Je pense que ce rôle des intellectuels et qui résistent à la tentation du pouvoir ou de la parole du pouvoir. On voit aujourd'hui que des journalistes ou des soi-disant intellectuels n'y résistent pas et se précipitent comme les papillons de nuit sur les phares d'une voiture pour être candidats. Je pense qu'ils sont moins audibles, leur pensée est totalement dévoyée ensuite, et je pense avoir plus d'utilité en faisant cela. Si j'étais candidat, d'abord je pense qu'en raison des circonstances et de la situation, je ferais un nombre de voix assez limité, et je serais écouté en fonction du nombre de voix que je ferais. On m'écouterait en fonction des sondages. Là, j'espère être écouté en fonction de l'intérêt de ce que je dis et non pas des sondages d'opinion. Donc, vous adoptez plutôt la posture d'un conseiller, notamment en 2008, quand le président Sarkozy vous a demandé de rédiger un état des lieux, finalement, de l'économie française dans une commission qui porte maintenant votre nom. Est-ce que vous avez la sensation que vos conseils et vos recommandations sont écoutés par le monde politique ? J'ai été le conseiller de François Mitterrand, vous l'avez dit, et j'étais 10 ans son conseiller dans l'opposition et 10 ans son conseiller à l'Élysée. Ce qui était un cas très différent des autres, puisque j'étais vraiment, même si j'étais bénévole dans ces fonctions, pratiquement à plein temps, et dans une relation très intime avec le chef de l'opposition, dont j'étais le directeur de cabinet, et le président de la République, dont j'étais le conseiller spécial. Donc là, je peux dire que oui, mes idées ont été entendues, je ne sais pas si elles ont été toutes écoutées, mais j'avais tout le loisir de pouvoir dialoguer avec le président en permanence, avec ses ministres, et en toute liberté d'esprit, puisque je n'aspirais à aucun autre poste, et donc ce n'était pas une étape dans une carrière que d'occuper cette fonction, que j'ai pu être utile. Ensuite, on m'a demandé de présider des commissions, de donner des conseils. Il se trouve que j'ai présidé une commission qui a abouti à ce qu'on appelle le LMD, c'est-à-dire le processus de Bologne et la réforme de l'enseignement supérieur, dont vous êtes un des héritiers. J'ai ensuite, en effet, présidé une commission bipartisane que m'avait demandé Nicolas Sarkozy, en précisant bien que je n'avais pas voté pour lui, que c'était un ami personnel et que je le faisais à condition d'être libre, d'avoir une commission véritablement bipartisane qui proposerait des solutions pour tous. Et je l'ai fait ensuite à plusieurs autres reprises, y compris, je vous l'ai dit, depuis 3 semaines, en proposant de nouveau un programme. En général, ce sont plutôt les solutions de droite qui sont appliquées, les parties de mes recommandations, de nos recommandations, parce que c'est des travaux collectifs, qui sont prises. Pourquoi ? Parce que en gros, pour faire très court, les réformes de droite ont plus d'effets rapides que les réformes de gauche. Les réformes de droite, c'est rétablir davantage de concurrence, casser des rentes, libérer l'initiative. Ça a plus d'impact rapide que améliorer la formation dans les écoles maternelles ou former des médecins qui ne sont pas disponibles avant 10 ans, dont un politique a du mal à voir les échos. Donc quand un politique doit choisir entre différentes réformes, il choisit trop souvent les réformes à effet immédiat et, curieusement, mais ça prendrait un peu de temps pour le démontrer, les réformes à effet immédiat sont pratiquement toujours des mesures de droite. Merci Monsieur Attali. Donc justement, vous dites qu'on est aujourd'hui en politique dans une logique court-termiste, mettre en place des réformes rapidement pour prouver l'efficacité et justement pour peut-être emporter l'adhésion du peuple français. Et donc finalement, est-ce que j'imagine que vous prenez donc le retour au septennat pour avoir justement une marge de manœuvre plus importante et plus longue ? Oui, vous trouverez ça dans le... Je vous signale le site Faire réussir la France. C'est un site dans lequel vous pouvez trouver l'essentiel de nos propositions, en dehors d'un livre qui est disponible.
vous pouvez aussi sur ce site faire vos propres propositions et on va sortir en janvier une nouvelle version de notre programme qui tiendra compte des milliers de suggestions, contre-propositions, débats que nous avons reçus. Je vous invite vraiment à y aller sur France Positive, Faire réussir la France, qui est le site que nous avons créé depuis 3 semaines maintenant. Parmi ces propositions, il y a des propositions institutionnelles, dont l'une est bien celle-là, c'est-à-dire de revenir au septennat, mais aussi d'autres tout à fait décoiffantes, qui sont par exemple d'autoriser de voter de façon numérique pour toutes les élections, comme on le voit le faire d'ailleurs sur les primaires du Parti républicain aujourd'hui, de voter donc ainsi dans toutes les élections, de voter d'une façon beaucoup plus large en utilisant le référendum d'initiative populaire. On explique comment, parce qu'il faut le faire, mais pas de façon totalement débridée. Et tout ce qui permet de donner à la fois davantage de pouvoir aux citoyens et davantage de temps aux politiques est bienvenu. Mais c'est bien la contradiction, la grande difficulté, c'est qu'il faut à la fois maintenir et développer la liberté des gens d'aujourd'hui, tout en permettant d'agir à long terme, ce qui veut dire donner du droit de vote aux générations futures. Et donner le droit de vote aux générations futures, a priori, les dictatures sont mieux placées que les démocraties pour faire ça, puisque un dictateur peut dire « je parle au nom des générations futures ». Il faut beaucoup de maturité politique pour qu'un Parlement puisse dire « au nom des générations futures, je ne vais pas servir les intérêts immédiats de ceux qui m'ont élu ». C'est pourtant ça qu'il faudrait faire. C'est ce que font normalement des parents normalement constitués qui se sacrifient plus ou moins, à vous de voir ce que font vos propres parents, pour servir l'intérêt de leurs enfants. Et on pourrait espérer que les politiques se sentent comme les parents des citoyens à venir et donnent une priorité aux besoins des générations futures. Est-ce que laisser la voix aux générations futures, ça passe aussi du coup par exemple, comme certains candidats le proposent, un avancement de l'âge de vote, par exemple à 16 ans ? Non, parce que dans ce cas-là, il faudrait donner l'âge de vote à 2 ans. Je pense qu'un jour, on aura une maturité assez grande pour donner un âge de vote, droit de vote à 16 ans. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? J'en suis pas certain. Je ne crois pas que ça change grand-chose, mais à terme, je pense que c'est une bonne solution. Mais ça ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est véritablement faire que chacun, dans toutes les générations, serve l'intérêt des générations futures. On peut d'ailleurs constater que dans certains cas, ce sont les personnes très âgées qui ont davantage conscience de l'importance du bien-être de leurs petits-enfants et qui se disent... c'est une question d'ailleurs que je me pose à mon âge. En quelle année aurez-vous mon âge ? C'est vertigineux. Je me dois de faire en sorte que, quand vous aurez mon âge, le monde soit au moins aussi vivable qu'aujourd'hui.